Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Golf Trip, le podcast le plus disruptif du golf français. Je m'appelle Philippe Jost et je serai votre hôte pour ce nouvel épisode. Et comme d'habitude, je suis accompagné de mon acolyte Stanislas Déby. Salut mon Stan, comment ça va? Écoute, ça va très bien, mon Philippe, et toi? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? J'ai passé une semaine, écoute, j'ai passé une semaine compliquée. J'ai passé une semaine chargée, j'ai eu énormément de travail. J'ai passé un week-end lui aussi chargé, pas parce que j'avais énormément de travail, mais parce que j'ai deux enfants et que j'en ai notamment un là qui, depuis quelques jours, a décidé qu'il allait se réveiller à 5 heures du matin. Donc, autant te dire que ça laisse des traces. Voilà, donc j'ai pas franchement décompressé, je dois bien te l'avouer. Il a fait un temps relativement moyen. Si on a fait un super brunch hier, tu vois. Voilà. Ok, très bien. Et avec des enfants sages en plus, ce qui a vraiment été cool, tu vois. On les a emmenés dans un hôtel, super hôtel là, à Dublin. Là, on a pris un petit brunch, tu sais, le brunch d'hôtel un peu classique, le club sandwich, la bonne pinte et tout, le truc très, Ouais, très truc cosy. réconfortant, quoi. Exactement, le truc Mm. réconfort de début d'hiver et avec les deux enfants qui ont été adorables. Donc franchement, c'était un super moment. Voilà, je dirais que c'était un peu le highlight de mon week-end. Et toi, la semaine, le week-end, je crois savoir que tu as joué au Est-ce que tu golf. es bien informé? Et tout à fait, tout à fait. Ça fait partie de mes actualités, hein, je te l'avoue, parce que à chaque fois que je joue au golf, c'est une actualité, hein, qui doit être mentionnée. J'ai joué au golf absolument aujourd'hui sur le parcours de Rebets. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Je crois que ça fait partie de ton panthéon, hein, n'est-ce pas, Philippe? Euh, C'est mon home course. mm. Ça restera toujours mon home course. C'est là que j'ai appris à jouer. C'est là que j'aurais dû avoir le record du parcours si jamais il me l'avait pas enlevé parce que je j'avais pas joué, j'avais joué un départ qui n'était pas du fond, je sais pas quoi. Enfin Ah bref, bah, si vous nous entendez, ça voilà, restera à vie en travers de ma gorge. Je crois que j'avais fait 67 et ils me l'ont pas accordé parce que il y avait un départ qui était avancé. Je leur en voudrais toute ma vie. Les pauvres, mais c'est comme ça. écoute, Oui, moi, mon parcours de cœur. j'ai pas fait 67, mais j'ai fait 11 coups de plus et ça me ravit, je te l'avoue, puisque c'est Un petit 78, tout à fait, ma tout à foi, fait, monsieur joue au golf. absolument. Et oui, monsieur a des beaux restes, hein, en tout cas, parfois, ça peut se manifester. Donc voilà, je suis très satisfait de cette partie et ça me met de bonne humeur pour démarrer ce podcast avec toi. Et alors, vas-y, raconte-nous un petit peu. Donc, tu étais avec nos amis, je crois, Brian Jean et le chétan Sébastien Pelletier. Vas-y, raconte-nous un petit peu comment ça s'est organisé tout ça. Bah écoute, on a démarré. Alors, on voulait faire une chouette, figure-toi, mais à partir du trou numéro 2, personne n'a compté les scores. Donc, on est reparti sur un stroke classique. Parce qu'en fait, on a des grosses flemmasses et en fait, voilà, chacun était dans sa partie et voilà, on Dès n'a que je pas suis pas voulu. là dès que je suis pas là C'est pour avoir ça. des formules Zarbi, vous n'arrivez plus à compter des trucs Ouais. autres que vos coups, quoi. Et c'est à peu près ça. Et puis voilà, on a démarré donc conditions très venteuses, houleuses, assez compliquées. Moi, là, comme d'habitude, j'ai démarré sans savoir ce que la journée allait me réserver. Donc, en gros, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un spectre de score compris entre 75 et 130. Donc voilà, ça peut vite déraper, mais ça a bien tenu. Ça a bien Ça tenu. dépend si on peut retrouver la balle. Si on peut retrouver la balle Voilà, c'est plutôt que ça. En faire fait, 130. exactement. Seb nous a lâché un beau merde au trou numéro 7. J'ai beaucoup Ah, pensé à toi. le Voilà, le fameux, fameux. merde! Absolument. Mais c'était une très belle partie entre amis et avec un beau petit match entre Brian et moi sur la fin, donc, qui s'est soldé par une victoire en Stroke. Donc, Oh, tu as battu Brian. Et est-ce que ouais. Brian, alors merci Brian hein, pour ton commentaire, hein, puisque Brian a commenté lors de notre discussion de la semaine dernière sur le changement de matériel de Ricky Fowler qui passait des lames aux cavités. Brian a répondu qu'évidemment ça n'arriverait jamais. Est-ce que après avoir perdu contre toi, ça peut être un changement de paradigme sur le matériel qu'il utilise ou Mm, pas du tout? non, genre, malheureusement, je pense que ça ne changera jamais. Brian reste un puriste et quitte à faire des sockets ou des tops toute la journée, je pense qu'il préférera être beau au finish avec une belle lame qui brille. Ouais. Et voilà, ça ne changera pas, mais on ne peut pas lui en tenir rigueur. Je comprends son point de vue. Voilà, il souhaite bien jouer au golf selon certaines conditions et c'est sa quête de vie, tu vois. Donc, on va lui laisser.
Et on le respecte pour ça. Brian, on t'embrasse évidemment. Bon, en dehors de cette actualité, puisque c'en est une, le simple fait que tu joues au golf, est-ce qu'il y a d'autres choses qui, cette semaine, t'ont marqué ou ont retenu ton attention sur la planète golf? Ouais, alors je voulais démarrer par un événement qui, du coup, s'est terminé dimanche dernier, mais dont on n'a pas pu parler parce qu'on enregistrait dimanche. Et c'est la victoire d'une légende, Boum Boum, de son nom complet, Fred Couples. Je pense qu'il faut le souligner parce que c'est certainement un des 3 hommes les plus cool que la planète ait jamais engendré. Et il faut quand même quoi le top 3? préciser. Attends, faisons une pause. Puisque si c'est un Ouais. des 3 mecs les plus cool que la planète ait engendré, c'est qui les 2 autres? Le premier, c'est Philippe Jost. Non, ça, c'est pas vrai. Non, vraiment. Non, vraiment. Écoute, sur la planète golf, en tout cas, je pense que c'est Adam Scott qui est dans le top 3. Je ne sais pas dire si la première ou la deuxième ou la troisième place, mais en tout cas, il est dedans. Et le troisième, on va rester golfique quand même, parce que c'est ce qui nous intéresse. Pour moi, c'est Page Stewart. Voilà. C'est mon panthéon. Donc, Ouais, Adam, Payne Stewart et Fred ouais, Boom Boom Couples. tout à fait. Parce que je pense que ça mélange une notion de style, intemporel, de grâce, parce que c'est des joueurs très gracieux, qui vraiment savaient faire rêver à la fois par leur attitude, enfin, ce qu'ils savaient. Alors, Adam Scott est toujours vivant d'ailleurs, comme Fred Couples, donc on va pas on va pas parler de lui au passé. Enfin, autant qu'on sache. Autant qu'on sache, absolument. Autant qu'on sache. Mais voilà, c'est vraiment. Et moi, j'ai un souvenir très ému de la dernière victoire de Payne Stewart, qui était donc l'US Open 99 à Pinehurst, d'ailleurs, qu'on n'avait pas mentionné comme parcours absolument, Pinehurst numéro 2, parcours qui très clairement doit faire partie, je pense, d'un must-have, on va dire. Pour moi, c'est Golf Trip. C'est sûr et certain, je pense qu'on le mentionnera, on fera un épisode. D'ailleurs, on n'a pas parlé du thème aujourd'hui. C'est déjà 7 minutes qu'on parle et qu'on parle de ta partie, mais on n'a pas parlé du thème d'aujourd'hui. Mais je pense que ça pourra être un prochain thème, notamment un podcast qui s'appelle Golf Trip. Va quand même falloir qu'on en fasse 2-3 sur des golf trips. Et pour moi, Pinehurst, tu vois, c'est plutôt un endroit de golf trip, plutôt que le course en lui-même, qui est vraiment un bucket. Le 4 est fantastique, le 2, t'as Pine Needles qui est à côté. Bref, t'en as un paquet. Là, pour le coup, dans ce coin-là, il y a moyen de faire un sacré golf trip et de pas beaucoup bouger et de jouer un certain nombre de parcours. Mais oui, en effet, la victoire de Payne Stewart en 99 avec la fameuse veste de pluie sans manche. Je me demande si ça vient pas quasiment de là. Je me demande si ça n'a pas été quasiment inventé à ce moment-là. Ouais, une espèce de gilet de pluie là. Tu sais qu'il avait coupé sa veste de pluie. C'est pour ça que je te dis ça. Je me demande exactement. si c'est pas avec cet acte de folie de découper sa veste de pluie que tout d'un coup les équipementiers sont mis à faire des vestes de pluie sans manches, ce que j'ai jamais vraiment compris très honnêtement, mais si Payne Stewart avait la classe avec, why not. Exactement, et du coup voilà, moi j'avais été très ému par ce tournoi majeur. Je l'ai trouvé vraiment absolument magnifique et vraiment tout ce que le majeur peut offrir de meilleur en fait, à la fois en termes de score, de drama, d'intensité, de parcours. Et donc voilà, moi, Payne Stewart, j'étais très triste quand. Il avait battu Phil, non? Ouais, Phil Mickelson d'un coup, absolument, en rentrant un putt de 6 mètres pour le par au 18 et en boitant absolument tout ce qu'il pouvait boiter ce jour-là. Alors que objectivement, Phil Mickelson jouait mieux en termes de jeu long notamment. Mais voilà, le romantisme l'a emporté ce jour-là, donc ça m'avait fait plaisir. Mais pour revenir sur notre actualité, sachez en fait que Fred Couples a remporté le tournoi du Champions Tour la semaine dernière, donc le SAS Championship, et que ce monsieur s'est permis de jouer 60 le dernier jour, 60, avec 12 birdies sur ses 14 derniers trous, et qu'il s'est permis ensuite de dire, à la suite de sa victoire, bon ben, moi j'ai fini, j'ai mal au dos, j'arrête pour la saison. Voilà. J'avais pas vu ça. Autant j'avais. Voilà. Le mec, il drop le mic, quoi. Il fait 60. Donc, il faut quand même préciser, il a 63 ans. Donc, jouer son âge, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, c'est quand même un des gros milestones de n'importe quel passionné de golf. Jouer son âge à 63 ans, c'est chaud. La plupart des gens qui arrivent à jouer leur âge, c'est plutôt proche de 70 ou 71 ans, et ce qui est déjà un exploit fantastique. Mais alors, battre son âge de 3 coups à 63 ans pour aller faire 60, le dernier tour,
Alors certes, le Champions Tour, c'est le tournoi de la semaine du Champions Tour, c'est pas la plus grosse pression qu'il a dû avoir de toute sa vie. Cependant, je crois qu'il n'avait pas gagné depuis 2 ou Depuis 3 ans. 5 Ah ans, il ouais, n'avait pas gagné. 5 ans qu'il n'avait pas gagné. Bref, beaucoup de problèmes de dos, tu l'as dit. Ouais, assez impressionnant. J'ai vu les highlights là pour le coup la semaine dernière et ouais, puis il met pas énormément de putts, hein. C'est-à-dire qu'il a mis, il les a toutes collées au piquet. Il a mis 4-5, allez, sur les 12 birdies, je crois qu'il a mis 3-4 putts qui devaient faire plus que 3 mètres. Le reste, c'était que les putts d'1 mètre, 1,50 m, quoi. Donc, alors, ça, il faut toujours les mettre. Mais ouais, un display impressionnant de Fred Boom Boom Couples. Ouais, tout à fait. Et donc, pour conclure sur lui, bah, voilà, Fred Couples, on dit que les femmes veulent être avec lui et les hommes veulent être lui. Donc, je pense que c'est plutôt bien résumé. Aussi, tout à fait. Je ne sais pas si on dit ça de Payne Stewart. Bah, on dit ça aussi de Stanislas Debbie. Alors, je ne suis pas sûr. Ah, je ne suis pas certain. En tout cas, les hommes ne veulent pas être avec moi, sur un parcours de golf. Non. Parce qu'ils risquent de se prendre un club dans la tête. Donc ça, c'est plutôt. Ça, c'est sûr que c'est dangereux. Nous ne reviendrons pas sur cet épisode qui rappelle les pires heures de l'Arabie Saoudite. C'est peut-être comme ça, Marc. Tu sais quoi? C'est peut-être ce qu'ils vont faire. Globalement, les premiers qui vont faire des conneries là sur le Live Tour, ils vont peut-être t'envoyer toi. Ils disent bah, tant qu'à décapiter quelqu'un, autant le faire avec le style golf, quoi. Donc en tout cas, j'ai une certaine efficacité dans. Ouais, tout à fait. Le Bonso Championship. Voilà. Et puis c'est parti, quoi. Mais ça fait pas partie de mes heures de gloire, donc je préfère taire cet épisode. On y reviendra peut-être. Je sais que tu as beaucoup travaillé là-dessus. Absolument. Voilà, donc merci Boom Boom en tout cas pour ce beau moment. C'est peut-être sa dernière victoire, donc voilà, fallait quand même le souligner. Donc vraiment bravo à lui et c'est une légende incontestée. Ouais, joueur fantastique. Hein, absolument. J'ai des souvenirs, excuse-moi, j'ai des souvenirs je l'avais vu je me souviens plus si c'était le Trophée Lancôme ou si c'était l'Open Perrier. Ça dépend quel âge tu avais, parce qu'il est venu au Lancôme 1 ou 2 fois, mais c'était un peu. Quoi qu'il arrive, j'étais pas vieux, mais je crois que c'était au Lancôme. Hein. Je crois l'avoir vu au Lancôme. Il est venu, ouais. Mais je crois aussi à l'Open Perrier à l'époque, qui était à Saint-Cloud, si je dis pas de bêtises. Exactement. Pareil, bon, ça, pour tous ceux qui ont moins de 30 ans, vous ne pouvez pas savoir de quoi on parle. Enfin, le Lancôme, si, peut-être, mais l'Open Perrier, je pense pas. Qui était un tournoi en double. Tournoi d'exhibition en double au golf de Saint-Cloud, c'était absolument fantastique. Il y avait quelques très très grands joueurs qui venaient jouer. Voilà, je devais avoir une dizaine d'années, mais pareil, incroyable. Puis c'est un swing fantastique, smooth à mort et tout. Gros frappeur. À l'époque, il jouait encore des persimons, donc c'était pas avant-hier. Bon, super news, tu vois. Je l'avais pas, celle-là, je l'avais vue, mais je l'avais pas notée comme une news. Ouais. Et toi, dis-moi. Bah non, dis-moi toi un petit peu ce qui t'a marqué cette semaine. Bah écoute, moi, ce qui m'a marqué, ça s'est terminé cette nuit. La news numéro 1 pour moi, c'est la victoire de Lydia Ko au BMW Championship en Corée sur le LPGA Tour. Pourquoi est-ce que ça m'a marqué? Parce qu'à la limite, c'est une chose, mais j'ai vu passer notamment un tweet de nos amis de No Laying Up. En fait, c'est sa 18e victoire sur le LPGA Tour. Elle a que 25 ans, Lydia Ko. Alors, on a l'impression qu'elle est là depuis plus de 10 ans, parce qu'en fait, elle est là depuis plus de 10 ans. Et je me suis amusé à aller regarder, parce que souvent, on a l'impression que ça fait longtemps, et puis en fait, ça ne fait pas si longtemps que ça. Elle n'a que 25 ans. Il faut savoir qu'elle a gagné sa première victoire sur le LPGA Tour, qui était le Canadian Open, à 14 ans. Donc, il y a 11 ans, elle a sa première victoire. Elle est encore amateur. Elle a 14 ans. C'est la plus jeune vainqueur sur le LPGA Tour. Elle est devenue numéro 1 mondial à 17 ans. Pareil, plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire. Et puis, elle a eu un petit creux entre 2019 et 2021. On la voyait un petit peu moins. Elle avait même passé 21 ans, elle a commencé à gagner un petit peu moins. Elle a changé beaucoup de coach. Elle a énormément, je crois qu'elle a changé énormément de caddie, notamment. C'était une fille qui n'était pas, si j'ai bien compris, c'était pas très facile de travailler avec elle. Mais voilà, malgré tout, impressionnant. 18 victoires à 25 ans, c'est quand même assez hallucinant. Je voudrais essayer de te retrouver. Alors, tu vois, j'étais pas hyper prêt. Je vais te retrouver la stat parce que je ne les ai pas apprises par cœur et on va faire un petit quiz. Tu vas me dire, je sais pas, tu l'as pas vu ce tweet? Non, j'ai pas vu passer. Non.
Alors, ce sera, on verra si tu es vraiment fort. Petit quiz, tu vois, la semaine dernière, c'était toi qui m'avais fait un quiz. Cette semaine, c'est moi qui te fais un petit quiz. Alors, tu m'en as peut-être prévu un autre. À 25 ans, combien de victoires avait Tiger Woods? Alors, j'ai un peu de temps pour répondre ou pas? À Ah, 25 ans, donc t'as il pas le temps de était. regarder sur Ok. Internet, par exemple. Non, non, non. Alors, je regarde, pas regarde. J'ai les mains libres. À 25 ans, c'était à la fin de l'année 2000. Donc, du coup, il a gagné 2 fois en 96, 4 fois en 97. Ça fait 6. Une fois en 98, 7. Plus 7 ans, ouais, plus 14. En 2000, il a gagné peut-être. Je pense qu'il avait, à mon avis, il avait, à son 25e anniversaire, hein, il avait, je pense, 22 ou 23 victoires. Alors, 25 ans et demi, donc c'est peut-être pour ça Ah, que t'es pas si loin. 27 victoires, ouais. Tiger Woods. Niklos, à 25 ans, combien de victoires? Bah, moins, je pense qu'il a eu 25 ans en 65. 65, il avait Tu es capable de me déjà dire combien Niklos a gagné tous les ans entre 59 et 65? de Là, majeur. j'arrête. Enfin, de Donc, majeur, oui. De majeur, mais non, mais oui, de tournois normaux, non, je ne serais pas et capable de le même de dire, je m'en majeur, sais. ça impressionne. Je sais pas, en victoire normale, je sais pas, il a peut-être 10, pas 16, 17, c'est comme ça? 14. Ok. Mickey Wright, est-ce que tu connais Mickey Wright? Je connais Mickey Mouse, Mickey Wright, pour ceux qui mais ne la non, connaissent ouais. pas, joueuse Légende du absolument LPGA. légendaire du LPGA Tour, le meilleur swing de l'histoire. Il faut le savoir. Le swing dont s'inspiraient tous les grands coachs dans les années 60, 70, 80, 90. C'est vraiment le modèle de swing absolument parfait. Mickey Wright, elle a fini par gagner 80. Non, c'est Cathy Whitworth, je crois qu'elle a gagné 82 fois. 88 victoires, Ouais, enfin, ouais, Mickey Wright, ouais, il en a 80, ouais. aux environs de 80, quelque chose comme ça. À 25 ans, 19 victoires. Jordan Spieth, à 25 ans, combien de victoires? Alors, 2018, ouais, je ne vais pas compter maintenant, ce serait trop long. Je 11 pense qu'il en avait victoires. 11. Oui, c'est ça. Eh ben, 11 Ouais. victoires. Bravo. JT, à 25 ans, combien de victoires? Justin Thomas. Un peu plus, je pense, peut-être. Peut-être, il est pareil, il est de la même année, 93. Non, je sais pas, 12, 13, tout comme ça. 9 victoires. Ok. Rory, à 25 ans, combien de victoires? Rory, pas tant que ça, je pense, parce il a 25 ans en 2014. Donc, est-ce qu'on compte son année 2014 de folie où il a gagné Ça rien. Je suis en train de te voilà. lire des stats d'un Bah, tweet. je sais pas, dans les mêmes eaux, quoi. Il a dû avoir quoi, 14-15 victoires, un truc comme ça, non? 9 victoires seulement à Ah ouais. 25 ans pour Mais sur le Rory. PGA Tour. Sur le PGA Tour. Phil. Oui, oui, on parle du PGA Tour. Ok. Phil. Bah, Phil, beaucoup moins. Beaucoup moins, parce qu'il a gagné en 91, 93, il avait 25 ans en 95, donc il avait peut-être, je sais pas, 6-7 victoires, comme ça. 5 victoires, c'est pas mal quand même. Ouais. Et Annika Sorenstam, Alors, j'en ai aucune idée. Enfin, vraiment pas la moindre idée. 3 victoires seulement à 25 ans pour Annika Ouais. Sorenstam. Donc ça met quand même en perspective cette 18e victoire de Lydia Ko à 25 ans et demi, extrêmement impressionnant, avec une carrière absolument fabuleuse. Donc pour moi, c'est Et, ma news de la semaine. Je et- crois qu'on ne se et- rend pas compte, et encore une fois, exactement. le golf féminin est sous-médiatisé malheureusement, et encore un peu plus en France, et je crois qu'on ne se rend pas compte de la portée de cette joueuse et de l'impact qu'elle a pu avoir, de la voie aussi qu'elle a tracée pour certaines jeunes joueuses, puisque les difficultés qu'elle a eues, finalement, ont été aussi prises en exemple pour certaines très jeunes joueuses. Je pense à des joueuses comme Rose Zhang, je pense à des joueuses comme Lexi aussi, qui ont démarré très très tôt, qui ont eu du succès très très tôt, et qui finalement ont attendu pour aller sur le LPGA Tour. Rose Zhang, elle attend carrément. Lexi, elle a attendu un petit peu moins. Mais voilà, vraiment une joueuse absolument exemplaire. Et voilà, je tenais à marquer sa victoire, sa 18e victoire sur le LPGA Tour en Corée cette nuit. Mais du coup, ça pose une bonne question, et moi, j'en suis un peu le parfait exemple, c'est-à-dire que je suis vrai fan de golf professionnel, mais je suis beaucoup moins assidûment, en fait, le golf féminin, alors il y a des joueuses qui ont justement un palmarès absolument exceptionnel comme Lydia Ko, dont j'ai connaissance, mais c'est vrai que ça suscite, je dois l'avouer, moins d'intérêt en fait, hein, pour moi. Et c'est une vraie, en fait, voilà, c'est comme un peu en général dans le sport féminin. Pourquoi en fait c'est moins médiatisé, pourquoi ça suscite moins d'intérêt, alors que il y a encore une fois, des performances absolument exceptionnelles et à un très jeune âge souvent, d'ailleurs même plus jeune que
que les hommes. Donc voilà, En France, c'est écoute, il difficile y a à dire. aussi la manière dont c'est retransmis, pardon. Je crois que c'est retransmis sur Golf Channel, le LPGA en France. Et bah, c'est une chaîne qui est moins accessible qu'un Canal Plus Sport, par exemple, ou qu'un Golf Plus. Donc forcément, on regarde un petit peu moins. Je crois que c'est il y a de plus en plus de diffusion sur YouTube, notamment avec Sky Sports. On doit pouvoir aller voir sur YouTube. Enfin, voilà, ça va changer, mais c'est aussi la diffusion, quoi. C'est moins accessible et donc, résultat, les gens voient moins et donc, du coup, les gens y pensent moins, quoi. Mais ouais, et puis, moi, c'est pas moi qui le dis, mais je suis assez d'accord avec ça. Le golf féminin, en plus, c'est beaucoup plus facile pour un golfeur amateur de se rendre compte, en fait, de la qualité des joueurs et des joueuses quand ils se comparent à une prouette du LPGA versus un pro du PGA Tour, où de toute façon, là, les mecs qui tapent la balle beaucoup plus fort que tout le monde, ça n'a pas de commune mesure. Et les distances qui sont parcourues par des joueuses du LPGA Tour sont relativement semblables à des distances qui sont parcourues par des bons joueurs de golf, par des bons joueurs hommes de golf. Il ne faut pas du tout croire que, messieurs, que vous leur mettriez 50 mètres, parce que c'est pas vrai. Et non seulement vous leur mettriez pas 50 mètres, mais un joueur amateur, un homme amateur, qui est entre 0 et 5 de handicap, prendrait des raclées à ne même pas s'en rendre compte. Et je ne vous parle pas de boules différentes. Vous partez des mêmes titres départ, vous êtes scratch et vous jouez contre une joueuse du LPGA Tour. Vous n'avez aucune chance. 0,0000. Vous n'avez aucune chance de vous imposer. Je crois que justement, il faut comment dire, se comparer aussi et voir ces joueuses. Moi, j'invite vraiment, notamment, à aller voir des tournois de golf féminin. Il y en a pas mal en France. Il y a l'Open de France qui était à Deauville il y a quelques semaines. Il y a évidemment l'Evian Championship au mois de juillet. Il y a un tournoi fantastique aussi. J'en profite pour faire un shout-out à Jean-Baptiste Pin de Jabra, qui est organisé par Jabra au mois de mai, qui est justement qualificatif, si je ne dis pas de bêtises, mai ou juin. Il m'en voudra si j'ai pas la bonne date, mais j'ai eu l'occasion d'y aller cette année. C'était vraiment, vraiment canon. Voilà. Allez voir aussi le golf féminin. Allez voir d'ailleurs plutôt le golf féminin. C'est vraiment fantastique. Et puis les joueuses sont plus accessibles. Vous êtes à côté. Voilà. Moi, je ne peux qu'encourager les gens qui nous écoutent à s'intéresser plus encore que ce qu'ils ne le font déjà, j'en suis sûr, au golf féminin. Bon, j'avais une deuxième news, mais j'ai l'impression qu'il va être un peu notre running news. Ouais, vas-y. Est-ce que tu as vu que notre ami Dubush s'est fait disqualifier? Et est-ce que tu as vu surtout qu'il semblerait, alors évidemment, je n'ai aucune certitude sur ce que je vais avancer, il semblerait qu'il ait fait exprès, parce que donc il a été disqualifié pour avoir signé un mauvais score sur sa carte, et il semblerait qu'il ait fait exprès de signer un mauvais score pour ne pas avoir à se scratcher, à abandonner, et parce qu'il semblerait, encore une fois, donc beaucoup de conditionnels, qu'il soit sous la menace de sanctions parce qu'il a beaucoup trop abandonné pour des raisons qui semblent absolument pas justifiées. Donc voilà, malheureusement. De toute façon, ça serait pas. Je ne sais pas d'où tout tient cette rumeur, mais je pense que ça serait tout à fait plausible. Après, encore une fois, c'est ce qu'on disait. Une source absolument pas sûre. D'accord. Voilà, d'un compte Twitter obscur ou d'une. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été disqualifié pour un mauvais score. Oui, c'est vrai. Et après, qu'il avait fait plus 5. C'est ce qu'on disait, en fait. C'est-à-dire que je pense que Victor Dubuisson, on a tous eu l'espoir, en fait, qu'il se mette du plomb dans la tête, ou en tout cas qu'il mette à profit ce fabuleux talent que je ne sais qui lui a donné et dont il nous a montré Univers. Exactement, l'univers. C'est Thanos, peut-être. Mais en tout cas, il nous avait fait tellement rêver. Je veux dire, 2013, 14, on le croyait vraiment, encore une fois, parti pour la stratosphère. L'univers en a décidé autrement, ou lui d'ailleurs. C'est lui. C'est lui. Mais en fait, là, très clairement, au bout de plusieurs années, on a envie qu'ils mettent fin à ses souffrances. Enfin, c'est un peu dur de parler comme ça. Non, mais moi, je suis désolé. Ah, non. Alors moi, je suis désolé. Moi, ça me rend. Déjà, c'est pas bon pour le golf français en termes d'image, qui n'a pas besoin de ça, très clairement, le golf professionnel français.
Et je pense que il est temps pour lui, si vraiment il enchaîne en fait les saisons où effectivement il va produire 1 ou 2 tournois corrects, il va garder sa carte et le reste du temps, c'est un espèce de long calvaire où il va faire 10 abandons et 4 cuts manqués. Bah, je suis désolé, il est temps qu'il passe à autre chose et Il y a qu'il deux puisse. sujets sur lesquels je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur ce sujet-là, et je vais le comparer à Benoît Paire. Alors, je connais moins bien le tennis, mais pareil, mec, semble-t-il hyper talentueux, qui a un caractère en bois, qui s'énerve, qui pète des câbles, qui abandonne tout ce qu'il veut. Je pense qu'ils sont assez. Ouais, j'ai l'impression, moi, que les fonctionnements sont simples. Ce côté, c'est pas bon pour l'image du golf français. C'est un sport individuel, les mecs. Le Non, mais golf, c'est un sport d'accord, individuel. d'accord. Le Mais mec, il fait ce qu'il veut. bien Et il n'a sûr, pas bien à sûr. porter sur son dos, sous prétexte qu'il est plus talentueux que les autres, il n'a pas à porter le sacerdoce du golf français sur son dos. Ça, c'est le job de la Fédération française de golf. C'est pas le job des joueurs professionnels. Il n'a pas de responsabilité devant l'ensemble des golfeurs français à soi-disant porter une image ou quoi que ce soit. Ça, je suis pas d'accord du tout. C'est un sport individuel. Le mec, il fait ce qu'il veut. Il respecte, à partir du moment où il respecte les règles. Et là, visiblement, il est en train d'être un peu border parce que s'il fait exprès de signer des mauvais scores pour pas être disqualifié, pour pas faire 7 abandons et qu'il a droit à que 6, là, ça commence à être un peu limite. Mais voilà, il respecte les règles. Et s'il veut jouer 3 tournois et garder sa carte 3 tournois, à partir du moment où il y arrive, on en a discuté il y a 2 semaines. Non, non, mais bien sûr, Il bien fait ce sûr. qu'il veut. En fait, non, mais je te dis ça parce que c'est juste, moi, je trouve ça énervant. En fait. Je trouve ça énervant que ce soit un mec qui soit aussi, encore une fois, et pourquoi je dis pour le golf français, c'est parce qu'on a eu quand même très, très rarement, voire jamais, en fait, des talents de ce calibre. Et je suis juste, en fait, c'est la déception qui parle en moi. Je suis Céline très Boutier, ma déçu, en poule. fait. Hein? Céline Boutier. Bien entendu. Là, je parle vraiment sur. Pauline Roussin-Bouchard, bientôt. Je parle sur un prisme assumé de golf masculin. Voilà, c'est dit. C'est moche. C'est moche, mais c'est dit. Mais en tout cas, je trouve ça, c'est juste malheureusement, c'est énervant. Et pour moi, c'est la déception qui parle. C'est quelqu'un qui aurait clairement pu, et quand je dis représenter le golf français, c'est pas le cas, mais en tout cas, il aurait pu porter le golf français vers. Non, mais écoute-moi, en tout cas, être enfin un digne représentant du golf français à des niveaux mondiaux qui n'ont pas été atteints. Malheureusement, là-dessus, il nous a déçus. Moi, il m'a déçu et il a déçu beaucoup de monde et il continue à décevoir du monde, non pas parce qu'il doit satisfaire leurs attentes, c'est pas le problème, mais que on soutient nos joueurs, on a envie qu'ils réussissent, etc. Et quand un mec voilà, continue après année à faire des WD complètement obscurs, c'est décevant en fait, c'est très décevant et voilà, sans parler de porter le poids du golf français. Bien. Ouais, encore une fois, c'est un sport individuel. Et puis, on va commencer à y aborder peut-être notre thème du jour. Mais notre thème du jour, c'est d'être commissionneur pour 1 an sur un des circuits. On verra comment voilà, mais moi, j'interdis les abandons. J'interdis les abandons. Voilà. Mais moi, j'enlèverais les drapeaux. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est un sport individuel. On s'en fout finalement qu'il soit français, qu'il soit mongol ou qu'il soit américain. On n'en a rien à secouer. Je pensais que tu m'allais enlever les drapeaux sur les greens. J'avais pas non, je disais, putain, là, tu vas loin. Là, tu vas très, très loin. Je fais ça pour le golf amateur, puisque ça éviterait un certain nombre de golfeurs d'aller chercher les drapeaux là où il ne faut pas les chercher. Mais non, les drapeaux de nationalité, on s'en fout. La nationalité du mec, on s'en fout complètement. C'est un sport individuel. Quand il gagne, il n'y a pas une part de ses gains qui revient à la Fédération française. Hein. Il joue pour lui, il joue pour sa gueule, mais comme tout le monde, comme tous les joueurs comme tous les joueurs de golf de la planète. Et s'ils ont choisi un sport individuel en plus, c'est pas par hasard. C'est-à-dire que si jamais tu veux jouer pour ton pays, si jamais tu veux porter haut la flamme, etc., tu choisis un sport collectif, tu essayes de choisir un sport, en tout cas, si tu en as les capacités, mais très souvent des sportifs de haut niveau, ils auraient des capacités dans d'autres sports. En tout cas, ça c'est ma conviction. Voilà. Il n'est pas là pour plaire aux Français. Il est d'ailleurs pas là pour plaire à ses fans non plus, parce que c'est pareil, tes fans, ils doivent être fans de toi comme t'es. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu l'aimes pas, et ce qui est ton cas, bah, t'es pas fan, et puis c'est tout. Donc il te doit pas rien, mais toi, tu dois rien attendre de lui non plus, d'une certaine manière. Donc, ce sentiment un peu de... Voilà, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Il doit quelque chose au golf. Pas du tout. Il doit rien à personne. Les seules personnes à qui il doit des choses, c'est probablement le commissionneur du Tour européen, en l'occurrence, qui se paye, et ses potes et sa famille, et peu importe, et sa canne à pêche, et c'est tout. Donc, voilà, pour moi, c'est une news parce qu'on en a parlé il y a 2 semaines, mais je lui en veux pas plus, tu vois. C'est-à-dire que
Ça fait partie un peu du cirque autour de son personnage. Et puis voilà. Et puis encore une fois, moi, je continue à bien aimer le personnage en espérant qu'il n'ait pas fait exprès, et ce que j'ai commencé à dire quand j'ai parlé de ça, qu'il n'ait pas fait exprès de mettre un mauvais score pour pas avoir à revenir le lendemain. Oh, je suis disqualifié. Ah, bah tant pis. Bon, bah tant pis, merci. En espérant que ce soit pas ça. Et puis même si c'est ça, écoute, ça fait partie du personnage, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Mais en tout cas, il n'a rien apporté pour le golf français, ou en tout cas, il n'a rien apporté pour les autres. Ça, encore une fois, c'est le job de la fédération. Il y a d'autres sujets qui t'ont marqué cette semaine? Écoute, non, mais enfin, ça va recouper un petit peu ce qu'on va aborder là par rapport à l'organisation du tour. Donc voilà, on peut peut-être en parler. Moi, j'en ai un dernier. Encore un cocorico, là, tu vois. On parle de golf français. Calmougin? Non. Non, c'est pas ça. Ah non, bah, vas-y. Non, parce qu'ils ont remporté le championnat d'Europe par équipe. Voilà, donc j'ai vu. Ah bah bravo. Bah, tu vois, je ne bravo l'avais à pas eux. vu. Voilà. Bravo Canmougin. Non, moi c'était Cyril Bougnol qui, comme Jérémy Gandon la semaine dernière, a validé sa place sur les Korn Ferry Tour Finals à la deuxième étape de la Q-School. Je crois qu'il fait 64-63 les deux derniers tours. C'est Adrien Toubiana, le journaliste golf de Canal+, qui l'a noté. Moi, je ne l'avais pas vu. Très intéressant d'ailleurs à suivre sur Twitter, Adrien Toubiana, qui est probablement un des meilleurs à faire ce job en ce moment. Donc voilà, j'ai vu ça, Cocorico. Donc on aura deux Français, Cyril Bougnol et Jérémy Gandon, lors des finales qui ont lieu, je crois, la semaine prochaine, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, on vérifiera. Et donc je le rappelle aussi, à partir du moment où ils tapent une balle au départ du 1, ils ont de toute façon une catégorie sur le Korn Ferry Tour l'année prochaine. Malgré tout, c'est quand même un challenge que de bien finir lors de cette troisième étape, puisque ça gère la catégorie dans laquelle ils vont tomber pour l'année prochaine. Mais voilà, quoi qu'il arrive, on aura deux Français sur le Korn Ferry Tour l'année prochaine. Le Korn Ferry Tour, qui, je le rappelle, est la deuxième division du circuit américain. Mais ils ne nous doivent rien, rappelons-le, et on les aimera quand même. Hein, mais en tout cas, ils ne doivent rien à la France, ça c'est sûr. Mais voilà, on peut quand même être et on ne sera pas déçus. Et on ne sera pas déçus si jamais ils réussissent pas. Si tu n'attends rien d'eux, tu peux pas être déçu. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que c'est le. Et je vais prendre un parallèle qui est un peu exagéré, mais le foot, par exemple, tu vois. Comme tu le sais, moi je suis un supporter acharné du PSG depuis que je suis tout petit. Le jour où Rennes perd en Coupe d'Europe, je n'en ai rien à secouer. Et j'ai volontiers pas pris l'exemple de Marseille, mais tu vois, parce que je suis supporter d'un club. Alors évidemment que je suis supporter aussi de l'équipe de France, là pour le coup. Mais quand un autre club français dont je ne suis pas supporter a un mauvais résultat, en Coupe d'Europe, où ils sont censés porter... Et là, pourtant, ça a un impact, parce qu'il y a des points pour l'indice UEFA, et plus tu as des points, plus tu as de clubs qui se qualifient les années prochaines. Mais ni chaud ni froid. Donc, je pense qu'il faut... Non, mais c'est un débat. Non, mais de toute façon, c'est un débat. Les golfeurs, c'est pareil. Tu vois, t'es fan d'un mec. Bien sûr. Oui. Voilà. Après, il y a toujours un investissement, malgré tout, on constate un investissement émotionnel dans les golfeurs par rapport à leur drapeau. Je veux dire, ça, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais en général, tu as tendance à quand même, en général, plus soutenir un Français quel qu'il soit quand il est en tête, que ce soit Mathieu Pavon, Dubuisson ou Pérez ou je ne sais qui. C'est pour ça que quand il y en a un qui va merder, en général, il y a aussi la déception qui est associée. Je ne dis pas que c'est ton cas, attention, hein, toi, tu as peut-être ton propre fonctionnement. Ouais, moi, c'est vrai qu'il y a des joueurs français que je préfère à d'autres, mais c'est vrai que quand un Français est en haut du leaderboard, ça me fait plaisir et j'ai envie qu'il gagne. Et quand un Français. Ça dure pas longtemps, par contre, en général. Ça dure en général pas longtemps, il faut être très vite devant sa télé. Non, c'est pas vrai, on est mauvaise langue. Non, enfin, si, c'est un peu vrai. Le dimanche, ça dure pas. En général, le dimanche, ça dure pas longtemps. Il vaut mieux regarder les 4 premiers trous, effectivement. Voilà, mais bon, clôturons ce débat pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant. Mais voilà, Victor, si tu nous écoutes, ce qui n'est pas le cas, je pense, voilà, on espère que tu prendras une bonne décision pour la suite de ta carrière. On t'aime. Pas Stan. Stan ne t'aime pas, mais moi, je t'aime. C'est pas vrai. Je suis d'autant plus déçu que je l'aime, en fait, c'est ça, tu vois. Ah, en fait, c'est ça. Mais je te l'ai dit tout à l'heure, c'est la déception, moi, qui me fait, qui me fait avoir ces paroles, tu vois. Donc, voilà. On attend beaucoup. Beaucoup trop, sans doute. Ouais. Beaucoup trop.
Bon, pour finir Voilà. ce petit tour de l'actualité, rapidement, sur le LPGA Tour, on l'a dit, c'est Lydia Ko qui s'est imposée. Sur le Ladies European Tour, il y avait l'Indian Open, c'est l'Allemande Olivia Cowan qui s'est imposée. Une Française, Anaïs Messonnier, fait 6e, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et sur le DP World Tour, alors, c'était le bazar. Je n'ai pas dû Ouais. regarder parce que je ne sais pas si tu as vu J'ai suivi un peu sur les internets et j'ai vu alors C'était simplement que n'importe quoi. notre ami Marcus Armitage The était Bullet. en The Bullet. C'est d'ailleurs un des personnages attachants comme l'European Tour sait en produire. Hein, Et lui, je qui a kiffe, lui, je suis fan, et absolument. pourtant, il est anglais. Ouais, ah, mais tout à fait. Mais moi aussi, tu vois, je t'ai dit, j'aime Payne Stewart. Il est mort et il est américain. Mais, mais voilà, mais je l'aime quand même beaucoup. Ouais, tu sais qu'aimer Euh, les Anglais quand tu habites en Irlande, c'est interdit par contre, hein, ouais, normalement. Il ne faut faut pas pas que trop je le le dire, crie trop fort. effectivement. Mais j'ai vu effectivement qu'à partir du moment où No Laying Up, notamment, a publié un tweet disant The Bullet, il a fait +4 sur les 3 derniers et il a fini 5e ou 6e. Donc il a dû être. Et écoute, il a fait un 3-putt horrible au 16. Il a la mise en jeu du 17. Écoute, on aurait dit toi ou moi sous pression, quoi. C'est-à-dire qu'il a fait une espèce de swing dégueulasse qui n'a rien à voir avec son swing et que avec les mains pour essayer de garder la balle comme ça. Elle est partie 100 mètres à droite direct, morte, provisoire. Bref, il fait 7 sur le trou, n'importe quoi. Et sachant que c'est Yannick Paul qui s'est imposé, l'Allemand. Yannick Paul qu'on avait vu à l'Open de France, je ne sais pas si tu te souviens, il jouait avec Barjon et Rosner le dernier tour. Et il n'en mettait pas une. Et Ouais. c'était Ah oui, horrible. et c'était vraiment moche à voir. C'est-à-dire qu'en fait, C'était dégueulasse. il avait un ball striking qui était vraiment, mais c'était terrible, quoi. Horrible. Mais à chaque fois qu'on le voyait, il la mettait 20 mètres à droite, 20 mètres à gauche, nulle part. Et je crois qu'il a fini, il a joué dans le par ce jour-là, ou -1. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'il a sauvé les meubles, mais il a dû s'en sortir. Et là, c'est lui qui s'impose au 18, alors que pareil, il avait perdu son avance. Et il met 8 ou 9 mètres en dehors du green au 18 pour s'imposer devant 3 joueurs qui l'attendaient potentiellement en playoff, avec notamment un autre anglais, Paul Waring, Paul Waring, ouais. et un autre allemand avec un nom que je ne me tenterai pas à prononcer parce que c'est beaucoup trop compliqué et que je l'écorcherai. Mais en tout cas, voilà, complètement on va dire l'apocalypse sur cette fin de parcours. Tout le monde qui craque les uns après les autres. Ryan Fox aussi était en dernière partie, il a failli casser son putter 4 fois. Voilà, vraiment quand j'ai commencé à regarder la purge, ils étaient au 13 ou au 14, je me suis dit je vais arrêter. Et puis j'ai repris au 16. Les 3 derniers trous, c'était n'importe quoi. Il n'y avait pas une balle. Bref, ça a fini par être très intéressant. Et puis sur le PGA Tour, c'est pas fini, c'est la CJ Cup. Ouais, sur le parcours de Congaree, au moment où nous avons commencé cet enregistrement, Rory McIlroy et Kurt Kitayama étaient à égalité à -15 après 9 trous. John Rahm était à -14. Rory qui joue à la place de numéro 1 mondial. Tout à fait. Scheffler a fini au-delà de la 40e place. Donc globalement, si Rory finit premier ou deuxième tout seul, il redeviendra numéro 1 mondial pour la première fois, je crois, depuis 2 ans. Il en parlait, hein, c'est un moment, voilà, il a eu quelques galères quand même pendant ces 2 ans, en tout cas avec son golf, parce que je ne crois pas que dans la vie, il ait eu trop de galères, mais voilà, c'était un moment important. Donc peut-être un nouveau numéro 1 mondial demain matin, si Rory s'impose dans les 2 heures qui viennent, ou s'il finit deuxième tout seul. Ouais, qui serait mérité. Oui, ce qui serait mérité. Et, par rapport en fait à la constance de son jeu, je veux dire, c'est quand même. Rory, il est dans le mix à peu près toutes les semaines. Il en plante un de temps en temps. Et puis d'un point de vue politique, on va dire que ce serait le roi Rory le prince de Pontevedra. Le prince de Pontevedra qui prendrait le trône pour satisfaire, on va dire, l'ordre établi. Donc ce serait une conclusion assez poétique à l'année qui vient de s'écouler, qui a été assez chaotique. Après, voilà, Rory, encore une fois, c'est un joueur extraordinaire de talent et de constance. On attend évidemment toujours qu'il débloque ce compteur en majeur qui est bloqué depuis maintenant quasiment 9 ans. Il aura beau gagner toutes les FedEx Cup et toutes les CJ Cup possibles.
c'est vrai que malheureusement, c'est peut-être unfair, mais on le juge. CJ plaque, comme ils disent sur le Shotgun Start, puisque ça s'appelle CJ Cup, mais ça n'est pas une coupe que tu gagnes, c'est une plaque. Donc, ils appellent ça la CJ plaque, ce que je trouve très Voilà. drôle. Donc, malheureusement, il sera malheureusement maintenant toujours jugé à l'aune de ses plus grandes victoires, donc majeures ou players éventuellement, donc il a remporté depuis 2019. Donc voilà, on serait très heureux pour lui. Je suis pas sûr que ça change énormément de choses à sa vie encore une fois, de continuer à accumuler ces victoires-là. Mais écoute, ce serait bien, ce serait bien. Mais c'est quelqu'un qu'on attend à un autre niveau et voilà, au moins aller challenger les Phil Mickelson, voire peut-être aller jusqu'au niveau de Tom Watson ou autre en majeur. Ouais, je suis d'accord avec toi. Là encore, un joueur dont je suis absolument fan, qui a l'air en plus d'être un très bon être humain. Voilà, on l'attend. Je ne sais pas si on l'attend, mais en tout cas, on aimerait qu'il gagne plus de majeurs. On aimerait qu'il termine le Career Slam à Augusta cette année. Peut-être, voilà. Le problème avec lui, c'est que c'est jamais quand il est favori qu'il est dans les meilleures conditions. On se rappelle malheureusement la débandade à Portrush en 2019. 19, ouais. Quand c'est Shane Lowry qui s'est imposé, il était attendu, ultra favori. Je crois qu'il a fait 83 le premier tour. Donc autant vous dire que c'était un peu foutu. Voilà, donc je suis pas sûr que le fait qu'il arrive en favori et numéro mondial en début de saison prochaine, ce soit le mieux pour lui. Mais écoute, on verra. Et en tout cas, ouais, je le souhaite. Il y a un peu un running gag sur lui. C'est ce qu'on appelle, c'est le spécialiste du backdoor top 10, tu vois, en majeur. C'est-à-dire que il va plus ou moins bien commencer ou très mal commencer. Ensuite, il y a forcément un moment où il va décrocher un petit peu et puis il va finir par 66, 64 et puis il va finir deuxième, cinquième, huitième et Un peu comme très. Kevin Streelman sur le PGA Tour. C'est un peu la mode Tout Kevin à fait. Streelman sur le PGA Tour, les Tout à rois des fait. Mais backdoors. Kevin Streelman, c'est le Rory Wish, en fait. Tu vois. Ouais, bah, c'est sur le PGA Tour, c'est pas en Voilà, majeur. c'est ça. Mais, mais en tout cas, voilà, Rory, encore une fois, moi aussi, je suis absolument fan de ce joueur et de tout ce qu'il représente. C'est un talent absolument exceptionnel, très bon être humain. Donc, on attend, on aimerait en tout cas voilà, qu'il puisse se propulser encore plus haut. Mais en tout cas, s'il gagne ce soir et qu'il est numéro mondial, force à lui, c'est très beau. Voilà. On lui souhaite. On parlait du prince de Pontevedra. Quelle bonne transition avec notre thème de ce soir. Je vous le rappelle, parce qu'on n'a pas été très clair dans la présentation de notre podcast, le thème du soir, de notre discussion de ce soir, en dehors de l'actualité, c'est la place de commissioner, ce qu'on appelle le commissioner d'un circuit. Donc le commissioner, c'est le patron du circuit. Aujourd'hui, les différents patrons des différents circuits, vous avez Jay Monahan, qui est le commissioner du PGA Tour, Keith Pelley sur le DP World Tour, Molly Marcoux sur le LPGA Tour et the infamous Greg Norman sur le Live Tour. Tous ces gens-là, finalement, leur job, c'est de faire en sorte que le circuit fonctionne. Ça a quand même été, il y a eu quelques écarts ces derniers temps. Ils ont été mis à mal, aussi bien Jay Monahan que Keith Pelley, que Greg Norman. Molly Marcoux un petit peu moins, mais malheureusement, encore une fois, parce que le LPGA Tour est moins médiatisé, on va dire, que Stan, que ça serait sympa de faire un petit exercice où on se mettait dans la peau d'un commissionneur pour quelques minutes pour voir ce qu'on mettrait en place. Donc, je te propose, mon Stan, si c'est OK avec toi, peut-être de choisir et je vais te laisser l'honneur. Puisque c'est toi, en toute transparence, qui a eu l'idée de ce thème, de choisir de quel circuit est-ce que tu voudrais être commissionneur. Et si on te donne un an, à partir de ce soir, tu es nommé officiellement ce soir. What's your strategy? C'est quoi ton plan d'attaque, mon ami, pour transformer ton circuit en un circuit qui soit tout simplement plus efficace? Alors, moi, je choisis d'être le commissionnaire du PGA Tour, de devenir Jay Monastan. Voilà. Je viens de l'inventer. Voilà. Je ne sais pas si c'est très bien, mais c'est en tout cas. Très bon. Voilà. Jay Monastan. Voilà. Voilà, donc ce serait mon petit nom, mon petit sobriquet professionnel. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, je pense que le PGA Tour, c'est le circuit qui a de très très loin le plus de leviers politiques, sportifs et voilà qui tire un petit peu les ficelles. Donc, si tu veux
D'ailleurs, c'est pas aussi, c'est aussi comparable un peu même à la politique mondiale. Je veux dire, de toute façon, les États-Unis, ils ont un poids qui aujourd'hui reste encore inégalé. Donc, si tu veux en fait agir là-dessus, il faut en fait se mettre dans la peau de ce circuit et de savoir comment tu peux. Est-ce que attends, tu m'entends toujours parce que j'ai un Ouais, je t'entends toujours. petit incident. Nous avons perdu une oreillette. Problème de taille d'oreillette. Mais voilà, si tu veux en fait pouvoir tendre la main en fait vers les autres circuits, il faut faire des vrais gestes en fait, des vrais actes qui permettent d'améliorer le produit et de pouvoir rendre ça un petit peu plus lisible en fait au niveau mondial, de mieux récompenser les joueurs, de mieux voilà, avoir des axes de carrière un peu plus clairs. Je pense qu'il faut agir au niveau du PGA Tour. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. Eh bien, écoute, puisque tu as pris le PGA Tour, moi, je vais faire. Alors, tu me connais, j'aurais traditionnellement pris le LPGA Tour, mais un de mes points, c'est que le meilleur commissionneur dans n'importe quel sport américain depuis peut-être 40 ans, à l'exception peut-être de David Stern côté NBA, c'était Mike Wan, qui était l'ancien commissionneur du LPGA Tour. Et donc, je ne pourrais jamais faire mieux que Mike Wan. Et donc, je vais prendre le job de Keith Pelley ce soir. Et donc, je vais m'imaginer en tant que commissionneur du DP World Tour. Et probablement que je ne vais pas accepter ton aumône, ta charité, puisque tu expliquais que tu voulais faire des gestes vers les autres circuits, ces pauvres petits pays du tiers-monde. Donc, je serais probablement... je me mets déjà dans la peau des Américains. J'aurais probablement une posture un peu plus défiante, exactement, que ce que Keith Pelley a eu depuis quelques années. Mais voilà, donc moi, je ferai l'exercice côté Keith Pelley. Tu veux commencer? Tu veux que je commence? Globalement, écoute, si on fait un plan sur un an, c'est pas beaucoup, c'est pas grand-chose. Non, c'est pas assez. Mais... C'est pas assez. Après, voilà, moi alors là, en fait, si tu veux, avec le Live Tour, il y a déjà eu en fait des ébauches, tu vois, même plus que des ébauches en fait. Il y a vraiment des démarches en fait de changement un petit peu du produit PGA Tour à partir du coup de la saison prochaine, puisque on doit le rappeler en fait, le PGA Tour cette semaine a nommé 4 ce qu'ils appellent des elevated events, voilà. Donc des événements, des tournois en fait qui existent déjà sur le calendrier du PGA Tour, mais qui ont un statut rehaussé pour la saison 2023 et qui du coup permettrait de réunir en fait les meilleurs joueurs du monde du coup sur une base plus certaine, puisque c'est des événements qui auront comment dire une purse, voilà, une dotation beaucoup plus haute et qui changeront en fait de statut par rapport aux autres. Donc du coup voilà, ça permet ça. Et donc du coup ma première action, ce serait déjà clairement, puisque c'est de toute façon le sens de l'histoire, on ne peut pas aller contre ça, c'est d'organiser en fait année après année un circuit en fait d'un certain nombre de tournois, donc ça peut être 12, ça peut être 15, voilà, mais pas forcément beaucoup plus, du coup, ou un petit peu à la manière peut-être d'un circuit de Formule 1, où du coup les meilleurs joueurs en fait seraient comme un petit peu ce qu'a cherché à faire le livre, mais très mal, seraient en fait réunis sur un calendrier qui serait en fait prévisible, du coup, avec du coup un field qui serait beaucoup plus restreint, puisque aujourd'hui, il y avait eu des ébauches en fait depuis quelques années qui étaient les World Golf Championships créés en 1999, mais qui pour moi ont été une gabegie absolument illisible. On ne sait pas de quel world ils représentaient et quel genre de message en fait ils voulaient faire passer. Mais du coup, créer en fait une douzaine de tournois avec, disons, un champ de joueurs de 50, voilà, 50 joueurs, les 50 joueurs, donc a priori à partir du classement mondial, mais je t'écoute. Alors, tu parles du classement mondial. Attention, car sache qu'un des critères pour être intégré à l'OWGR, et c'est un des sujets de Liv, et c'est une des raisons pour lesquelles, il y en a plein, Liv ne pourra pas avoir de points de l'OWGR avant un moment, c'est le nombre de joueurs dans le champ moyen. C'est-à-dire qu'il faut un champ moyen de joueurs sur le circuit, de mémoire, qui est aux environs de 120. Donc, si tu fais 12 ou 13 ou 15 événements dans ton circuit, juste pour les 50 meilleurs, et que derrière, tu es obligé d'en avoir 180 sur les tournois normaux pour que ta moyenne, elle soit à 120, c'est compliqué. Tu es obligé d'avoir un cut
pour avoir des points à l'ordre mondial. Les Alors, il y a déjà WGC des événements, il y a déjà pas mal d'events sans cut sur le les PGA Tour, faut quand même le rappeler, WGC quand ont même. eu une exception. Je crois qu'il y a eu une règle spécifique parce que les WGC n'a pas de cut. Il y a des exceptions qui ne font pas de Bah, sens pour moi, type comme la le héros. CJ Cup, cette semaine, comme pas mal de tournois qui Le Hero ouais. World Challenge, le tournoi Ça, c'est Tiger une Woods, aberration. qui est C'est une la aberration semaine totale. prochaine. Ouais, ou en tout cas d'ici la fin de l'année. Ouais, dans les semaines qui viennent, où ils sont 20 joueurs C'est et ils prennent ridicule. des Ça, points c'est au classement absolument mondial. ridicule. Voilà, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc attention Non, à ce que ton oui, circuit alors, ne sorte bien pas sûr. de l'OWGR, mon ami. Là-dessus, plusieurs points. C'est que déjà, l'OWGR, en fait, c'est une entité qui peut être amenée à évoluer en fait, dans ses règles. Je rappelle que les patrons. Après le PGA Tour, tu prends le contrôle de l'OWGR. Les patrons des circuits. Là, tu es vraiment américain. C'est-à-dire que la règle ne nous convient pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la règle. Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, si tu veux, l'AWGR, pour moi, c'est une institution qui est un petit peu datée pour pas mal de raisons. Je pense qu'il faudrait la faire évoluer, en fait, avec l'ensemble des circuits mondiaux. Pourquoi pas même s'en débarrasser? Pourquoi pas s'en débarrasser pour créer, en fait, des circuits qui fonctionnent avec un système d'un petit peu de, tu vois, de logique descendante et montante pour les joueurs. Tout ça pour dire que ce critère du nombre de joueurs moyens par tournoi, c'est quelque chose qui peut éventuellement évoluer, mais que à côté en fait de ces tournois, disons d'une douzaine de tournois avec un certain nombre de joueurs, donc soit 48, 64, voilà, enfin, on ne sait pas exactement, qui réunirait de manière certaine en fait les meilleurs joueurs du monde, il faudrait en fait créer, mais de manière complètement assumée, en fait un circuit bis du coup qui permette à d'autres joueurs du coup d'avoir des playing opportunities du coup chaque semaine et éventuellement en cours de saison de pouvoir intégrer le circuit du coup le circuit top, en fait, le circuit d'une douzaine de tournois qui représentent les meilleurs joueurs, avec un système de promotion, relégation qui permet de ne pas totalement figer en fait, cette entité sur la saison et de garder un petit peu d'excitement, tu vois, sur le long de la saison. Mais en tout cas, de garantir. Que je comprenne bien, tu crées en fait 2 circuits. Donc, tu fais en sorte que le Korn Ferry soit plus la 2e division, mais la 3e division. Non, parce que du coup, on pourrait en fait la l'intégrer. Première division, c'est ces 50 joueurs là qui font 12 tournois par an. Et derrière, tu as le reste du anciennement PGA Tour. Il va te falloir plus qu'1 an pour faire ça. Anciennement PGA Tour, qui sont sur une espèce de division intermédiaire et globalement avec un système où ils peuvent monter. Et ils montent comment, tiens? Bah justement, c'est un système un petit peu à penser, mais si tu veux, on pourrait penser que dans ce champ d'une cinquantaine de top joueurs mondiaux, il y en ait un certain nombre, peut-être 5 ou 10, qui puissent être relégués du coup, en cours de saison et laisser la place du coup aux meilleurs joueurs en fait, d'un circuit, du circuit, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, le circuit bis ou autre. Voilà, c'est pas mal comme nom. Ouais, ne fais pas de marketing, toi, par contre. Hein. Voilà, second best. Et en tout cas, permettre un système en fait qui ne fiche pas complètement les choses sur la saison. Ça, c'est la première chose. Et après, je te rejoins. Là-dessus, je te rejoins. Voilà. Après, tout ce qui existe aujourd'hui, parce que là, on parle d'être commissionneur sur 1 an, mais évidemment, il faudrait beaucoup plus de temps pour faire ça. Mais tout ce qui est aujourd'hui comme structure existante, comme le Korn Ferry, comme etc., en fait, ça devrait de toute façon être remodelé. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce circuit bis, bien entendu, ça intégrerait des joueurs qui ont un statut Korn Ferry aujourd'hui. Voilà, faire en sorte qu'il y ait de l'excitation en fait à tous les niveaux, c'est-à-dire d'avoir une garantie de voir les meilleurs joueurs du monde sur des tournois qui veulent dire quelque chose, c'est-à-dire pas comme le livre, pendant du coup peut-être 12 semaines par an, et des tournois qui gardent quand même un intérêt parce qu'avec des joueurs qu'on connaît, des joueurs qu'on suit, etc., et qui auraient l'occasion, en fait, si tu veux, d'accéder en fait à ce meilleur circuit. Voilà, je ne sais pas exactement, parce que ça c'est un peu un brouillon, évidemment, hein, de comment en fait ça pourrait s'organiser de manière très précise en termes de nombre de places, en termes de calendrier, etc. Mais je pense qu'il y a besoin de plus de lisibilité plutôt que, et je terminerai là-dessus, plutôt que aujourd'hui, en fait, un calendrier un petit peu fourre-tout de ce qui était le cas jusqu'à cette saison de 48, 50 events qui se ressemblent absolument tous, ou même quand tu es un fan hardcore, tu vas regarder du coup les dernières minutes du tournoi parce que le reste, très clairement, tu t'en fous. Voilà, ça doit évoluer de toute façon. Donc, en fait, voilà, ce sera plutôt un système comme ça auquel je pourrais penser dans un premier temps. Bon, il y a plein de sujets sur lesquels je ne suis pas forcément d'accord, mais cette promotion-relégation
pas immédiate, mais en tout cas pas juste fin d'année, début d'année, là pour le coup, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis aussi d'accord avec toi sur le fait qu'il y a trop de tournois sur le PGA Tour, mais derrière, tu as une problématique de paradigme. Moi, avant d'expliquer ce que je ferais pour le DP World Tour, je vais revenir sur cette histoire de Mike Whan, parce que de toute façon, la première chose que je regarderai, c'est que je regarderai ce que lui, il a fait. Mike Whan, il a pris le LPGA Tour en 2009 et il l'a laissé en 2021 pour prendre la tête de l'USGA. D'ailleurs, on voit déjà les progrès qui ont été faits par certains des championnats de l'USGA. Enfin, c'est assez incroyable. En 2010, il y avait 24 tournois sur le LPGA Tour pour un purse total, une dotation totale de 41 millions de dollars. J'ai pris les chiffres en 2019 parce qu'évidemment, en 2020, avec le Covid, il y a eu les chiffres ne sont pas comparables. En 2019, il y avait 32 tournois sur le LPGA Tour, soit 50% de plus, ou presque, pour 70 millions de dollars de dotation. Il a pris un circuit qui était en recul, qui était où il y avait de moins en moins d'opportunités pour les joueuses, et il l'a transformé complètement. Et il l'a transformé en comprenant une chose, et pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller chercher dans les archives que ça intéresse et qui parlent anglais, dans les archives des podcasts de No Laying Up. Donc ça doit dater de 2020, 2019 ou 2020, parce que je crois que c'était pré-Covid. Ils avaient fait une interview de Mike Whan, et moi, ça m'avait marqué, mais marqué définitivement, mais pas que pour le golf, ça m'a marqué aussi dans le business, parce qu'il avait compris que le client d'un circuit, les clients d'un circuit, ce ne sont pas les joueurs. Il y a eu beaucoup de débats au moment de l'arrivée du livre parce que, soi-disant, les joueurs n'étaient pas suffisamment bien traités, etc. Les clients, ce n'est pas les joueurs. Les clients, ce sont les artistes qui sont en train de faire un show, exactement au même titre que des acteurs dans une pièce de théâtre ou des chanteurs dans un opéra, ou peu importe le type de spectacle que vous avez envie de voir. Ce sont des artistes. Ils sont là pour divertir les autres. Ils sont là pour divertir les clients, et les clients, en fonction du prisme que vous prenez, ce sont soit les sponsors, soit les téléspectateurs, à travers les différents deals de télévision. Tant que ce soit le DP World Tour ou le PGA Tour considérera que ce sont les joueurs, les clients, et qu'il faut que les joueurs soient contents, qu'il faut qu'il y ait des playing opportunities pour les joueurs, tant que ce sera ce spectre-là, on ira dans le mur. Parce que ça n'est pas viable et parce que c'est se tromper de modèle. C'est ce qu'expliquait Mike Whan. La première chose qu'il a faite quand il a pris les rênes du LPGA Tour, il s'est rapproché des sponsors historiques et il a été les voir, il a été leur demander, pour cet argent, qu'est-ce que vous souhaitez? Et il explique très bien dans le pod que c'était la première fois qu'ils inversaient le prisme, plutôt que d'aller voir les sponsors en leur disant on veut X millions d'euros, et on veut ci, et on veut ça, et on veut truc. Il a été les voir en disant, pour X millions d'euros, qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous considérez, vous, être un bon retour sur cet investissement de 4 millions d'euros? De la même manière avec les téléspectateurs. Aujourd'hui, quand on regarde le golf en France, on subit la production américaine. L'énorme avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas les pubs. Pas de pub, ouais, tout à fait. Donc, on voit finalement beaucoup plus de golf que les Américains. Mais on est un marché ridicule. Le marché des téléspectateurs en Amérique du Nord notamment, c'est le marché principal, que ce soit encore un peu plus pour le PGA Tour, mais je pense que même pour le DP World Tour. Il faut essayer de comprendre que veut le téléspectateur, qu'est-ce qu'il a envie de voir et combien il serait prêt à payer pour ça. Changer complètement le paradigme. Moi, il y a deux choses qui me marquent et deux expressions, encore une fois, que je voudrais bannir si jamais j'étais commissionneur. Je ne sais pas si tu te souviens d'un hot mic qui avait été pris à Hawaï. C'était Patrick Cantlay, je crois, qui attendait. Alors, pour que Patrick Cantlay attende, il faut que vraiment la partie de devant mette longtemps à jouer. Et il avait parlé alors je suis désolé, c'est un peu vulgaire, de
pampered fox. Mmh. Les joueurs du PGA Tour sont des enfants gâtés. Non, mais ça, je te rejoins absolument sur toutes ce les point. semaines, et ils se prennent pour des pachas. Et l'histoire de Bryson, qui avait fait son tweet là en disant avec la pizzeria, le machin, etc., ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris que le client, ce n'est pas eux. Eux, ce sont des artistes. Ils sont là, ils sont sur scène et ils sont là pour faire un show. Et plus le show sera bon, plus il sera cher et plus les tickets seront chers. Et tant qu'ils n'auront pas compris ça, on aura un problème. Donc, deux choses que je ferai, parce que je reviens sur la partie DP World Tour, j'irai voir des sponsors. Et j'irai voir des sponsors qui sont sur le marché européen, ou en tout cas qui sont sur les marchés qui touchent les différentes zones géographiques que je vais essayer de voir. Aujourd'hui, avoir un Cazoo qui est sponsor de l'Open de France, alors que Cazoo est à peine en France, fonctionne quasiment uniquement en UK, et que tu essayes d'avoir un reach international pour ton tournoi, il y a des choses que tu n'as pas comprises. Parce que tu n'as pas compris que le retour sur investissement de Cazoo, il ne sera pas gigantesque. Donc, tu essayes de leur vendre un truc tout en sachant qu'eux, ils gagneront rien. D'ailleurs, la stratégie de Cazoo sur le sponsorship, c'est autre chose et ça peut potentiellement leur coûter leur cessation d'activité dans certaines zones géographiques. Mais à la limite, ce n'est pas le sujet. Il faut essayer d'identifier, avant toute chose, voilà, quel type de sponsor pourrait être intéressé par le reach que j'offre. En France, encore une fois, je vais prendre l'exemple de l'Open de France. Les derniers sponsors qu'on a eus, qui n'ont pas marché, HNA, une banque chinoise, Cazoo, un leaser de voitures reconditionnées anglais, ça n'a pas de sens sur le marché français. Il faut un Danone, il faut un PSA. Alors PSA maintenant c'est Stellantis. Il faut des marques françaises, il faut un Sanofi. Alors, Sanofi, je ne suis pas sûr qu'ils aient le droit de faire du sponsoring avec leur business, mais vous voyez ce que je veux dire. Il faut une marque française implantée en France qui peut justement montrer qu'avec le reach d'un DP World Tour, ils ont là aussi un reach international. Ce qu'a très bien fait Franck Ribot avec l'Evian Masters. Evian, ça fait du sens. En plus, on est à côté, la source, etc. Mais peu importe. C'est déjà la marque, c'est déjà français. Ils ont un reach international. Franck Ribot a compris ça. Donc, la première chose que je fais, c'est ça. La deuxième chose, c'est que je convoque les joueurs et que je leur dis, c'est terminé. Et si vous voulez vous barrer, aller jouer ailleurs, il n'y a pas de problème. Allez-y. Il y a 150 000 golfeurs sur la planète qui rêvent de jouer au golf de manière professionnelle. Et il y en a 50 000 qui sont hyper forts. Aujourd'hui, il n'y a pas de problématique de talent. On le voit et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que tu as raison quand tu évoques la promotion-relégation plus rapide et pas que à la fin de l'année. Le niveau aujourd'hui de certains joueurs sur le Corn Ferry, de certains joueurs sur le Challenge Tour, qui tout d'un coup, tout de suite, sont performants sur la division au-dessus, un Will Zalatoris aux US, les frères Højgaard en Europe, il n'y a pas de débat. Quand tu es hyper fort, tu es hyper fort. Donc tu vas voir les joueurs, tu leur dis, je vous rappelle, parce que ça a toujours été le cas, mais personne ne vous l'a dit, que vous êtes des artistes. Vous êtes sur scène, vous avez des gens qui vous regardent, soit sur le parcours, soit à la télé, et vous jouez pour eux. Vous ne jouez pas pour vous. Et donc, le prisme va changer. Et donc, quand on a un sponsor qui est un sponsor peu importe, faisons un plan sur la comète. Quand on a le Danone Open de France et que Danone, ils invitent 10 clients, et vous allez jouer le pro-am. Et quand vous allez faire le pro-am, vous allez être sympa et vous allez poser des questions. Parce que sans ces mecs-là, de toute façon, vous n'avez pas d'oseille, vous. Donc, je changerai complètement ce prisme-là. Est-ce que ce sera accepté? On ne sait pas, mais peu importe. En tout cas, ma conviction forte, c'est que, le prisme principal, c'est qu'il faut s'assurer que les sponsors font du sens. Et parce que si les sponsors font du sens, ils vont gagner de l'argent. Et s'ils gagnent de l'argent, ils reviendront et ils signeront des deals à long terme. 2, il faut que les joueurs arrêtent de croire que le circuit est créé pour eux. Le circuit, il est créé pour les gens qui regardent, que ce soit dans les tribunes ou à la télévision, et eux, ce sont des artistes. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que les joueurs, très clairement, et c'est très visible, notamment aux États-Unis ces dernières années, se comportent vraiment comme des divas, en fait. C'est-à-dire que vraiment, ils sont surgâtés. En fait, ils perdent complètement le sens des réalités. Donc, il faut leur rappeler
faut leur rappeler effectivement le sens des choses. Après, une limite en fait que je vois notamment au niveau du PGA Tour, c'est que c'est un statut particulier. Le PGA Tour, c'est member owned, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont les joueurs qui font un petit peu la pluie et le beau temps et qui pèsent en fait de tout leur poids sur les décisions. Et Jay Monahan en fait n'est que là, enfin, il est là effectivement pour prendre des décisions business, mais il est là pour justement un peu comme on dit en anglais, cater to the players, tu vois, c'est un petit peu Tu étais ça. prêt à changer le WGR et tu n'es pas prêt à changer les statuts de ton propre Ah ben circuit? si, mais bien sûr. Mais après, c'est un fonctionnement très particulier. Là, je suis tout à fait d'accord. Là où je suis d'accord aussi, c'est que je trouve qu'effectivement, il y a trop de joueurs qui, comme on dit, ne vendent pas un seul ticket. C'est-à-dire, en fait, et à qui on donne en fait des opportunités de jeu qui ne sont pas forcément justifiées. En fait, c'est des gars qui sont là. On va leur donner, je sais pas, 30 000 balles à la fin de la semaine parce qu'ils ont fini 20e. Mais en fait, finalement, ils n'ont absolument rien apporté au produit. Et c'est en ça, moi, que je voulais aussi justement resserrer aussi le prisme des joueurs à qui on va vraiment, du coup, qu'on va vraiment rémunérer, à qui on va vraiment donner de l'argent, c'est-à-dire ceux qui vraiment font bouger un petit peu le schmilblick, pardonnez-moi de l'expression, et que les autres, en fait, se débrouillent selon un autre système. Donc ça, c'est... Ouais. Une exception, enfin, une condition à ça, c'est-à-dire qu'en effet, je suis assez d'accord avec toi, mais d'un côté, il y a quoi? Il y a 10, 15 mecs qui font vendre des tickets sur un champ de 150 joueurs. Donc, tu ne peux pas t'attendre à ce que tous les joueurs fassent vendre des tickets. Bien sûr. Et le deuxième point, c'est que les divisions d'accession, que ce soit le Challenge Tour, le Corn Ferry Tour ou d'autres, de toute façon, il n'y a pas de ticket. Et quoi qu'il arrive, il faut quand même qu'il y ait un peu d'oseille pour ces joueurs-là. Et c'est pour ça que je pense que là, pour le coup, c'est le sponsor qui est le client. Et encore un peu plus pour ces circuits-là, le reach local est absolument primordial. Et ce qui est le cas sur le Corn Ferry. C'est-à-dire que le Corn Ferry, en fait, on voit qu'ils ont des sponsors qui sont très locaux, en fait. Et je pense que c'est un circuit qui fonctionne très, très bien à ce niveau-là. C'est des banques de l'État, c'est des business, en fait, ultra locaux. Et je pense que les sponsors en ont beaucoup plus pour leur argent, du coup, dans ce genre de tournoi. Je pense que pour le cadre du DP World Tour, en fait, alors là, ce qui est clair, c'est que Kispeli, enfin, malheureusement, il fait un travail qui n'est pas forcément très de bonne qualité pour faire évoluer le DP World Tour. En fait, je pense qu'il a paré au plus urgent, ce qui n'est pas forcément la bonne solution, mais en gros, il a dit, voilà, en gros, j'ai tant de tournois à assurer, qui est prêt à m'aider et ça peut être n'importe qui. En fait, c'est-à-dire que si Kazoo est prêt à mettre la main à la pâte pour 6 tournois, dont un qui n'a absolument aucun sens pour eux, l'Open de France, je pense que malheureusement, il n'a pas fait la fine bouche. Et voilà, je dis pas que c'est la bonne stratégie. Justement, tu n'as pas forcément besoin d'avoir X tournois à gérer, c'est là où il se plante. Parce Ouais, qu'encore une fois, le prisme n'est pas le bon. Tu n'as pas besoin d'avoir. Si tu as de quoi faire que 20 tournois, bah, tu fais d'abord que 20 tournois. Et tu n'as pas besoin de te squeezer pour en faire 30 ou 35 pour que le 155e à la race puisse avoir 3 opportunités de jeu. 155e à la race, il est capable de finir 155e à la race. Et le fameux play better s'applique. Et encore une fois, je pense que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs qui se plaignent. Parce que, encore une fois, quand tu démarres, quand tu fais un sport individuel à haut niveau, tu comprends ces règles-là, tu vois. Tu n'es pas là, enfin, c'est pas comme le joueur en sortie de banc, le 7e ou le 8e ou le 9e en sortie de banc en NBA, qui a des contrats à plusieurs millions de dollars, en jouant 1 minute et demie par match et en faisant jamais rien, quoi. Là, c'est un sport individuel. Si tu veux gagner plus d'argent, si tu veux avoir plus d'opportunités de jeu, play better, joue mieux, mec. Et puis c'est tout. Donc, moi, voilà, ça c'est le nombre de tournois. De toute façon, même si j'ai pris l'exemple de Mike One, mais il y a le nombre de tournois et il y a le prize money. Quand Après, ils ont annoncé le Mike Strategic One était Alliance, Mike One était un businessman absolument hors pair. Après, c'est vrai qu'il partait pas effectivement du même constat que le PGA Tour. Quand tu as un circuit comme le PGA Tour qui est complètement flageolant et qui effectivement faut sortir un petit peu du cadre pour trouver des idées en fait pour le faire prospérer. C'est pas comme quand tu prends. Moi, j'aurais bien aimé voir ce que Mike One aurait fait du grand pour le PGA Tour. Est-ce qu'il aurait été aussi créatif? Est-ce qu'il aurait été aussi bon en fait dans sa manière de conduire le bateau? On ne sait pas et on ne le saura jamais. peut-être qu'on le saura, on n'est pas à l'abri. Peut-être. Mais en tout cas, je veux dire, le PGA Tour, c'est beaucoup plus radioactif, si tu veux, que le LPGA, qui était quand même plus ouvert, je pense, de par son état de santé, à des propositions un petit peu plus disruptives.
Est-ce que c'est plus compliqué? Oui. Est-ce que finalement le prisme n'est pas exactement le même? Moi, je pense que si. Je sais pas, parce que ça appelle pas, ça a pas la même audience. Enfin, à l'époque, en tout cas, ça n'avait pas la même audience, ça n'avait pas le même attrait vis-à-vis des sponsors et des téléspectateurs. Donc, il avait les coudées certainement. Et encore une fois, ça minimise en rien son travail qui a été exceptionnel pour mener le PGA Tour là où il est aujourd'hui et encore au-delà. Mais c'est difficilement comparable d'un point de vue de feuille de départ. En fait. Voilà, c'est. Oui, ça c'est certain. La feuille de départ est différente. Mais encore une fois, je pense que la base du problème est la même. Il y a des choses aussi que je ferais en complément, alors que je peux faire plus facilement sur le DP World Tour que sur le PGA Tour. La première chose, c'est que je ramènerais du format match play. Moi, je suis désolé, j'ai encore les souvenirs du match play à Wentworth avec Faldo, Ballesteros, Langer, Montgomery. Je ramènerai du match play en Europe. Il y a quelques années, il y avait le Belgian Knockout, mais qui était une espèce de format bizarre. Pas terrible. Et le Paul Lawrie match play aussi en Écosse. Mais c'est pareil. Il te trouve des formules bizarres parce que si jamais tu fais un match play standard, il y a des mecs qui peuvent faire qu'un tour et rentrer à la maison. Joue mieux, mec. Joue mieux et tu feras plusieurs tours, quoi. Et puis, c'est pas grave. Tu fais un tournoi, là, voilà, 64 joueurs, un tableau de match play selon le classement à l'ordre du mérite. Voilà. Et puis, si le premier tour, tu joues contre le premier, c'est comme ça, quoi. Donc, je ramènerai du match play, pas forcément des formules un peu cheloues, parce que je pense que le golf professionnel, c'est soit du stroke play, soit du match play, et à mon avis, ça suffit. Mais voilà, je ramènerai au moins 1 ou 2 tournois en match play. Et puis, le dernier point qui est sûrement le plus compliqué, je mettrais ça sur des parcours iconiques, quoi. C'est-à-dire que, voilà, tu vois, Valderrama, d'ailleurs, petite anecdote, Valderrama, je ne sais pas si tu as vu, on parle, chaque semaine, on va parler de Valderrama. Est-ce que ce sera finalement notre running truc? Valderrama n'est pas sûr, enfin, le Tour européen, le DP World Tour, n'est pas sûr d'avoir un nouveau accès à Valderrama. Ah putain, c'est pour ça, alors que j'ai vu un tweet de Jorge Campillo en disant c'est peut-être mon dernier tournoi à Valderrama. Je dis merde, il est malade ou quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non. Les membres de Valderrama vont avoir le choix parce que Liv essaye d'organiser un tournoi à Valderrama et que Liv veut s'approprier. Donc, il semblerait qu'il y ait un vote des membres à venir. Est-ce qu'on veut le Liv ou est-ce qu'on veut le DP World Tour? Mon guess, c'est que il n'y a pas le même mosaïque derrière. Bien sûr. Et donc, si tu regardes, il y a beaucoup de tweets là-dessus. J'espère que les membres feront le bon choix, etc., de joueurs du DP World Tour. Il semblerait que Liv veuille mettre un tournoi à Valderrama l'année prochaine. Donc, à confirmer, on va voir, et que le DP World Tour perde peut-être ce parcours qui reste un parcours iconique. Et j'en reviens à mon point, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut revenir à les Open nationaux et les parcours iconiques. Ouais, tout à fait. Tu vois, moi, j'aime pas le national, mais peu importe. Des parcours... Voilà, il faut jouer les parcours qui sont souvent les mêmes, qui sont des parcours historiques. Il faut donner un peu de poids de l'histoire à ces tournois. Quand je vois là, le tournoi là, à Majorque cette semaine, là, voilà, tu as vraiment l'impression de faire un tournoi pour faire un tournoi, quoi. Il s'était engagé au moment de la Strategic Alliance, soi-disant, avec le PGA Tour, à ce qu'il n'y ait pas un tournoi à moins de 2 millions d'euros de dotation. Voilà, je ne pense pas que ce soit le cas cette semaine. Enfin, voilà. Bien sûr. Donc voilà, je ramènerai quelques purs parcours, je ramènerai des parcours en Angleterre, je ramènerai des parcours en France, je ferai l'Open de France ailleurs qu'au Golf National, mais là, tu as potentiellement une problématique d'infrastructure. C'est-à-dire qu'il y a infrastructure, et puis après, il y a des intérêts business qui rentrent en jeu. Des membres, enfin bref. C'est ça. J'essaierai de donner... Pour ce DP World Tour, j'essaierai de lui donner un cachet, des courses historiques, toujours en état fantastique, etc. Pour, encore une fois, que ton produit vers les téléspectateurs, vers tes sponsors, monte encore d'un cran. Exactement, et surtout que les Open nationaux, ça c'est pareil, c'est un peu dommage, ils se sont fait absolument maltraiter en fait depuis quelques années. Ils ont un poids, et encore, on parle de l'Europe, mais on ne parle même pas des Open nationaux type Open d'Australie, qui est peut-être l'événement, l'Open national qui s'est fait le plus
comment dire, dérouillé à défaut d'un autre mot, qui est un tournoi absolument mythique, qui a plus d'une centaine d'années d'existence, qui a une liste de vainqueurs qui est absolument fantastique et qui est Qui devrait être complètement. un majeur bien Qui plus que le devrait, Players. absolument, qui devrait être un majeur et qui du coup a complètement décliné en statut avec des champs de joueurs complètement dégueulasses depuis plusieurs années où ils arrivent même plus à attirer peut-être vaguement une ou deux stars américaines euh, chaque année. Et je pense d'ailleurs que ça a beaucoup participé à la rébellion des joueurs australiens Ouais. contre le PGA Tour et pour les faire venir sur le livre parce que les joueurs australiens se sont sentis complètement relégués et obligés de passer en fait l'année entière en dehors de chez eux. Et ça a beaucoup joué sur leur décision, en tout cas de certains. Mais en tout cas, pour revenir aux Open nationaux, c'est clairement un levier et ils doivent en fait revenir à la place en fait qu'ils méritent en fait, dans le calendrier golfique. Il y a des événements fantastiques. L'Open de France, c'est un événement fantastique. Ça a plus de 100 ans d'existence. Même des événements comme l'Open de Hollande. L'Open de Hollande, pareil, plus de 100 ans d'existence. L'Open d'Angleterre qui a disparu du calendrier. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, effectivement, faut s'appuyer dessus, mais c'est peut-être une vision un peu trop romantique, malheureusement, face au. Non, je pense pas. Et je pense qu'en fait, c'est toujours pareil. Si ton prisme au départ, si ton paradigme de départ, c'est les sponsors, les téléspectateurs, etc., si tu refonds tout ça, bah, bien sûr que si, que c'est possible. Encore une fois, tu prenais tout à l'heure l'exemple de la F1. La F1, c'est les grands prix nationaux, quoi. Tu as le Grand Prix. Alors, malheureusement, l'année prochaine, il n'y aura pas de Grand Prix de France. Mais tu as le Grand Prix de Belgique, tu as le Grand Prix des États-Unis ce week-end, tu as le Grand Prix d'Abu Dhabi, de Hong Kong, peu importe. Et ça, justement, c'est quelque chose où je pense que le DP World Tour peut le faire d'une certaine manière. Globalement, tu te dis, tous mes tournois, je ne fais que des Open nationaux. Donc, tu te réduis le champ parfois, parce que tu dis, je vais faire qu'un seul tournoi par pays à chaque fois. Mais au moins, à chaque fois, tu mets en place de la qualité, tu mets ton Open National, tu mets l'Open National en avant, etc. Et tu fais French Open by Danone, English Open by Kazoo, Australian Open by Quicksilver. J'attendais de savoir ce que tu allais trouver comme. Tu vois, Italian Open by Pieroni. Peu importe. Mais, ouais, et puis là, vivant en Irlande depuis quelques années, il n'y a rien qui me fait plus péter des câbles que de voir l'Open d'Irlande à Mount Juliet. Ah oui, bien sûr. Mount Juliet, c'est un resort, il est très bien, il n'y a pas de souci, mais l'Open d'Irlande, tu fais ça à Portmarnock, comme dans les années 90, quoi. Tu fais ça à La Inch, et tu donnes une entité, quoi. Tu donnes pas une entité, une identité à tes Open nationaux. L'Open de Hollande, tu le fais à Kenmare. L'Open de Belgique, tu le fais à Knok-le-Zout. Tu vois, globalement, tu donnes une image à ton produit qui fait que les gens peuvent se l'approprier, qui fait que les sponsors peuvent se l'approprier et qui fait que derrière, les joueurs, ils sont aussi motivés, entre guillemets, pour le faire, quoi. Parce que tu fais grandir ton circuit, du coup, tu fais grandir tes peurs. Et puis, voilà, si tu fais grandir tes peurs, tu auras des joueurs. Hein. Et je pense que ça rejoint aussi le fait que tu as beaucoup de tournois sur l'European Tour qui sont arrivés, ont disparu aussi vite qu'ils sont arrivés ces dernières années, parce que c'est des tournois sans base, sans réelle, sans réelle attache, en fait, sans réelle accroche sur un territoire ou sans réelle portée, et des tournois qui durent 2 ans, tu sais même pas de quoi ça parle, quoi, en gros, et puis qui disparaissent, tu vois. Avec une approche court-termiste, et donc il ne faut pas Exactement. s'étonner que ça disparaisse. Ouais, tout à fait. Et puis, pour terminer, parce que ça fait déjà un petit moment, et puis il est tard, surtout pour toi. En tant que tour européen, je sais que le PGA Tour c'est différent, mais en tant que tour européen, il faut aussi mettre en avant la Ryder Cup plus que ce que c'est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, la Ryder Cup appartient partiellement au tour européen, c'est entre la PGA of America et le DP World Tour, si je ne dis pas de bêtises. Il faut mettre plus en avant cet événement. On en parlait la semaine dernière. C'est quand même un événement assez incroyable. Il faut le marketer mieux. Il faut s'en servir mieux. Il faut le marketer tout au long de l'année. Il faut qu'il y ait les classements des leaderboards, le classement de la Ryder Cup à côté du classement du tournoi. Voilà, il faut mettre cet événement beaucoup plus en avant que ce n'est le cas aujourd'hui. Donc voilà, c'était un peu mon dernier point sur le DP World Tour. Non, j'en ai un dernier. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, promotion automatique avec une victoire. C'est-à-dire que tu gagnes sur le Challenge Tour,
La semaine d'après, tu joues sur le Tour Mmh. européen. Et pour y rester, et si tu n'as pas de statut, il faut que tu fasses top 5 ou top 10. Comme ça, Bien sûr. tu t'assures, en effet, que tu as tout le temps les meilleurs joueurs. Bien sûr. Tu ne peux pas attendre d'avoir un mec qui gagne 3 fois sur le Challenge Tour en une année. Il aurait dû jouer sur le Tour européen avant, quoi. Il ne faut pas attendre, ça ne sert à rien. Lui, Ce qui est le cas sur le PGA Tour avec et sur le PGA Tour, ça Battlefield, ce qu'il appelle la Battlefield Promotion, c'est sur le Corn Ferry. En fait, tu gagnes 3 fois. Enfin, il faut gagner 3 fois. C'est quand même. Tu vois, t'as pas besoin, quoi. Tu gagnes une fois, hop, tu as une chance la semaine d'après avec les big boys, et puis tu rates le cut, tu reviens, et puis tu fais 5e ou 6e ou 10e, tu restes, quoi. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, à mon avis, manque sur ces circuits-là. Et voilà. Moi, pour terminer, sur une petite note un peu pareil, un petit peu romantique sur d'un temps qui n'existe plus, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est la Q-School. En fait, moi, j'aimerais bien qu'il y ait une Q-School comme avant, où en fait, tu peux accéder avec un enchaînement de folie. En fait, tu peux accéder aux plus hautes sphères et on te donne ta chance. Tu vois, c'était tellement beau en fait d'avoir des mecs qui gagnent leur carte au bout de 3 fois 6 tours ou je ne sais pas combien, et pas juste pour accéder au Corn Ferry, tu vois. Voilà, faut aussi laisser ce rêve. Sur le Tour, ça existe encore, hein, mais c'est sur le PGA Tour quand c'est vraiment sur le PGA Tour. La Q-School, ça ne t'amène plus qu'au Corn Ferry. Tu n'as aucun moyen de passer de la Q-School au PGA Tour. Et je suis d'accord avec toi. C'est très dommage. Bon, bah voilà, écoute, on a des plans en tout cas. On n'est pas d'accord sur tout. Jay, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Si tu nous écoutes, Stan, il a des idées. Kiss, si tu nous écoutes, moi aussi j'en ai. Ouais, je pense qu'il y a de quoi faire en plus. Et puis il faudrait trouver un peu d'inspiration aussi sur ceux qui ont bien fait ce métier, plutôt que de croire que quoi qu'il arrive, tu le feras mieux que les autres. Mon Stan, comme d'habitude, c'était extrêmement agréable de discuter avec toi. De même, plaisir partagé. Félicitations encore pour ta victoire cet après-midi sur nos amis Brian et Seb. Qui ne sera pas monté sur le PGA Tour, malheureusement. Pour moi, normalement, ça devrait te qualifier automatiquement pour jouer avec des joueurs meilleurs que nous la prochaine fois. C'est-à-dire que naturellement, tu devrais être upgradé. Peut-être jouer avec Olivier Aubert et Benjamin Forge, par exemple. Qui sont là, tu vois, eux, c'est un peu le PGA Tour, et puis nous, on est le Corn Ferry, quoi. Tu devrais, pour moi, avoir une Battlefield Promotion pour aller jouer avec Ben et Olive. Je te souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup. La semaine prochaine, pas d'épisode, puisque de manière très transparente, je serai en vacances. Et donc, nous ne pourrons pas enregistrer à distance. Je suis dans un pays lointain où il fait beaucoup plus chaud qu'en Irlande. Et donc, on vous retrouve dans 15 jours pour le 4e épisode de Golf Trip. Mon Stan, merci encore. Passe une très bonne semaine. Merci à toi. Merci à tous de nous écouter. Merci à tous ceux qui nous ont apporté leur soutien. N'hésitez pas à partager, à liker, peu importe sur la plateforme que vous écoutez. Et puis, on vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. Bye bye. Bonne soirée. Salut.